Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la virtualisation et aussi de la différence qu'il y a entre émulation et virtualisation. Je terminerai aussi la vidéo en vous expliquant quelques petites fonctionnalités qui ne sont pas forcément tout le temps connues de la plupart des logiciels de virtualisation. Alors qu'est-ce que c'est que la virtualisation? En gros, c'est pouvoir faire fonctionner un système d'exploitation à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. En gros, faire fonctionner Windows sous Linux ou Linux sous Windows, ce genre de choses, ou Android sous Windows, ce genre de truc. Vous avez très certainement vu pas mal de logiciels permettant de faire ce genre de truc. Ceci s'appelle de la virtualisation. Alors, la différence qu'il y a entre la virtualisation et l'émulation, c'est que la virtualisation, c'est quelque chose de plus complexe et de plus rapide. L'émulation, si vous avez très certainement entendu ce terme assez souvent, c'est ce qu'on utilise par exemple pour faire fonctionner un jeu d'une vieille console sur un PC par exemple, genre un jeu PlayStation 1 sur un PC, c'est de l'émulation. Alors pourquoi on peut pas faire de la virtualisation dans le cadre de faire fonctionner un jeu de Super Nintendo, de PlayStation 2, peu importe, sur un PC? C'est tout simplement parce que une console de jeu comme celle-là ne sont pas du tout identiques à un PC. Et c'est ça, elle est là la limitation. En fait, la limitation, c'est que vous avez du matériel complètement différent. Donc il faut créer une émulation des différentes puces. C'est-à-dire, en gros, on fait en sorte que le processeur de l'ordinateur qu'on utilise, vous savez, le PC, quoi, crée un processeur virtuel qui va transformer ce qu'est censé faire le processeur de la console en quelque chose exécutable par le PC et vice versa pour réussir à obtenir un résultat. En gros, c'est assez complexe, c'est même très très complexe pour faire en sorte que ça fonctionne parfaitement bien, genre par exemple les émulateurs Super Nintendo ou PlayStation, voire même émulateurs Nintendo 64, parce que pour l'instant des émulateurs Nintendo 64 parfait, il en existe zéro, mais enfin voilà, en gros, pour réussir à obtenir une émulation parfaite, c'est très très difficile. La virtualisation, ça fonctionne seulement si vous voulez faire fonctionner un système d'exploitation PC sur un autre PC, à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. Parce que la virtualisation, c'est en gros prendre un raccourci, c'est prendre le système d'exploitation, et au lieu de le faire passer dans un processeur virtuel, un faux processeur, qui est un programme, eh bien, on le fait passer à on fait passer les instructions, c'est-à-dire en gros, les commandes que le système d'exploitation donne au matériel, à l'intérieur d'une passoire, qui filtre celles qui sont exécutables ou en émulation, ou directement par le processeur. Et celles qui sont exécutables directement par le processeur sont exécutés comme si c'était le système d'exploitation qu'on utilise de base, c'est-à-dire en gros, si on fait fonctionner Linux sous Windows, eh bien le Linux qui fonctionne sous Windows fait passer des instructions comme ça à Windows, qui va ensuite les passer directement au processeur, sans les réinterpréter, c'est-à-dire sans en gros les prendre, les modifier, puis ensuite les faire passer, etc. par un processus très complexe. En gros, il y a des raccourcis qui permettent d'aller plus vite. Grâce à ce genre de système, on peut obtenir des vitesses d'émulation qui peuvent atteindre à peu près 60% de la vitesse normale du PC. Mais on a été un peu plus loin encore, c'est-à-dire qu'on a permis ensuite, petit à petit, de pouvoir avoir les constructeurs de processeurs, en gros, dans la poche des développeurs de ce genre de programme, qui se sont dit, et si on allait faire quelques petites modifications, parce que ça serait peut-être utile, etc., pour pouvoir faire en sorte que ça s'exécute plus vite. Et donc, ils ont créé des raccourcis qui permettent de pouvoir utiliser directement des instructions supplémentaires qu'il y a dans le processeur, pour pouvoir faciliter l'émulation, ou plutôt la virtualisation des systèmes d'exploitation. AMD et Intel ont une technologie quasiment identique pour ces deux trucs-là, et ça permet d'obtenir des performances qui sont entre 95 et 99% des performances normales, donc en gros il n'y a pratiquement pas de réduction de la vitesse. Le truc par contre qui se produit, c'est que ça c'est pour les programmes qui n'utilisent absolument rien d'autre que le processeur et la mémoire vive, c'est-à-dire les blocs de base, quoi. Mais dès que ça utilise la carte graphique, ou ce genre de truc, il y a énormément c'est beaucoup plus lent, etc., parce que il doit y avoir là en gros une vraie émulation, ou presque. Il y a quelques raccourcis très faible là-dedans, mais en gros, il doit créer une fausse carte graphique pour ensuite afficher à l'écran, etc. Ça ralentit tout le truc. Donc en gros, pour utiliser ça, eh bien, il y a encore une fois quelques petits goulots d'étranglement, du style, par exemple, faire fonctionner un jeu dans un Windows émulé sous Linux n'est pas toujours possible. Mais je vais vous parler un peu plus tard de quelques petites améliorations qui ont été faites quelque part dans les années, on va dire, 2010, etc., pour pouvoir justement pallier à ce problème.
et aussi voilà, c'est un autre truc aussi qui a été ajouté par les constructeurs de processeurs, notamment Intel. Et donc, ce que j'étais en train de dire à propos de tout ça, c'est que on a donc amélioré comme ça l'émulation petit à petit. Autrefois, donc on est passé de l'émulation à la virtualisation assistée par le matériel, directement par le PC. Et donc, pourquoi on a fait ça? Eh bien parce que au départ, on émulait réellement un PC dans un PC, un peu comme on émule une Super Nintendo dans un PC. C'était super lent, et c'était utilisable uniquement pour pouvoir faire du debug ou des trucs comme ça, et fallait vraiment être patient si on voulait vraiment, par exemple, utiliser un traitement de texte sous Windows qui n'existe pas sous Linux, par exemple, hein, on va dire des choses de ce genre, mais on a quand même envie de l'utiliser sans redémarrer sous Windows ou des trucs de ce genre. C'était assez pénible, en plus les ordinateurs étaient très lents à l'époque de ce genre de trucs, on était encore au Pentium 3 et au début des Pentium 4, et donc, bon, voilà, c'était pas forcément ce qui se faisait de mieux. Et donc, du coup, il y a un émulateur qui s'appelle QEMU, ou Kemu, ou peu importe comme vous voulez le dire, c'est un truc français, donc je sais pas trop comment ils veulent faire prononcer ça. Et donc, ce programme-là est en gros le premier émulateur qui était plutôt rapide. Il y avait plein de petites optimisations là-dedans, tout en gardant en restant un vrai émulateur. Parce qu'avant, il y avait d'autres émulateurs, comme un truc qui s'appelle Box, mais écrit BOCHS. Cet émulateur-là était supra lent, ça allait tellement, mais tellement lentement, que ce pauvre truc, franchement, on pouvait rien faire avec, quoi. Mais c'était impressionnant, on pouvait avoir l'ordinateur à l'époque le plus génial du monde, on se retrouvait avec un truc aussi performant qu'un 386, c'est-à-dire un PC vraiment supra lent, quoi. Le mieux qu'on pouvait faire dessus, c'était Windows 3.1 ou des trucs comme ça, et encore, ça marchait très mal. Ce truc-là a toujours été d'une lenteur phénoménale, c'est un système, en gros, qui est fait pour débugger les systèmes d'exploitation. Clairement, ça sert à rien d'autre, ça permet de faire fonctionner très très lentement un système d'exploitation pour pouvoir, quand il crache, savoir ce qui s'est passé. Parce que le problème, c'est que quand un système d'exploitation crache, il fait planter tout le PC, donc du coup, on sait pas ce qui s'est passé, quoi. Et bien, ce genre de technique permettait de débugger les systèmes d'exploitation. Voilà pourquoi ça a été inventé, ce truc-là. Ensuite, il y a eu des cas, on va dire, d'utilisation réelle, comme par exemple, encore une fois, DOSBox, qui là, car clairement, c'était les systèmes d'exploitation modernes sont devenus tellement éloignés de DOS que ça pose des problèmes dans tous les sens, donc autant émuler un PC entier avec un DOS copié dedans, et faire fonctionner les jeux DOS comme ça, c'était franchement une meilleure idée. Car franchement, le truc qui était à l'intérieur de Windows XP pour faire fonctionner les jeux DOS marchait vraiment pas à tous les coups, et je sais pas ce que c'est devenu maintenant, je me suis pas tellement renseigné, mais DOSBox en tout cas reste encore une solution excellente pour ce genre de truc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, mais le problème, c'est que, encore une fois, on gâche énormément de performance. C'est pas trop un problème pour un jeu DOS, parce que, à l'époque des Pentium 4, faire fonctionner des derniers Pentium 4, surtout, de faire fonctionner un jeu DOS à l'intérieur d'une machine comme ça, ça fonctionnait exactement pareil que si on avait DOS qui fonctionnait directement sur le PC. Sauf que DOS qui fonctionnait directement sur le PC, c'était juste un vrai cauchemar, vu que les PC étaient trop modernes pour faire fonctionner DOS comme il faut, notamment au niveau des cartes son, ce genre de truc. Il fallait retrouver une vieille carte son qui fonctionne encore avec DOS, et puis bon, il y a plein d'autres problèmes qui font que c'est juste pas viable du tout de faire fonctionner réellement DOS sur un PC de ce genre. Et donc il y avait cette technique là, et donc je disais, il y avait QEMU ou Kemu ou peu importe, qui était un programme, et qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui était un programme qui autrefois été pure émulation, et qui permettait malgré tout d'avoir des performances plutôt bonnes. Et des performances plutôt bonnes, ça veut dire entre 30 et 40% des performances du PC. C'est vraiment pas génial, mais c'était largement suffisant, là, pour une fois, pour faire fonctionner réellement un système d'exploitation à l'intérieur d'un autre, tout en pouvant garder un semblant d'utilisabilité. Et franchement, c'était pas mal du tout d'avoir un système comme ça. Ça permettait de faire fonctionner, par exemple, Windows XP sous Linux, très lentement, mais ça pouvait, comme ça, permettre de pouvoir faire quelques trucs qu'on pouvait pas, enfin voilà, ce genre de choses, ou Linux ou Windows, hein, peu importe, parce qu'on peut avoir aussi pas mal de raisons de vouloir faire fonctionner Linux ou Windows, notamment le développement web ou ce genre de trucs, le truc, c'est qu'il y a eu une demande pour ce genre de choses. Alors, il y a Kemu qui a continué à s'améliorer, et qui est devenu un système qui commençait à faire un peu de virtualisation, notamment en passant par un pilote sous Windows ou sous Linux, qui permettait de pouvoir faire passer les instructions directement au processeur d'une manière assez spéciale et assez révolutionnaire, et c'est à partir de là qu'on commençait à avoir des performances vraiment sympas, et on pouvait commencer à faire fonctionner des programmes multimédia, des trucs comme ça, sans que ça pose aucun problème, et on se disait, ouais, il y a quand même de l'avenir là-dedans.
dedans. Et le truc, c'est que ça a commencé à intéresser des entreprises pour de vrai. Genre par exemple pour faire fonctionner Windows sous Mac, mais aussi pour pouvoir faire des serveurs ou des trucs comme ça, parce qu'il y a une énorme, comment dire, il y a quelque chose de très pratique à faire fonctionner en gros Windows sous Linux ou Linux sous Linux ou des trucs comme ça, comme étant un programme. C'est qu'en gros on fait un système d'exploitation basique avec très peu de paramètres et tout ça, et ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut copier-coller le système d'exploitation d'un ordinateur à un autre, comme si c'était un vulgaire fichier. Un autre truc que l'on peut faire avec ça, c'est que l'on peut aussi migrer le système très facilement d'une machine à une autre. Alors ça c'est venu un peu plus tard, mais en gros, maintenant on peut faire ça même sans éteindre la machine, c'est-à-dire que sans éteindre le PC, on peut donner l'instance Linux qu'on est en train de faire fonctionner à un autre PC pour éteindre le PC qu'il faisait fonctionner au départ. Ça peut être très pratique pour de la maintenance ou des trucs de genre, et on peut aussi, par cette manière-là, pouvoir distribuer à plein d'autres PC, chacun son petit système d'exploitation, tout en le faisant fonctionner tout sur le même gros PC pour économiser de l'argent par exemple. Un énorme PC peut faire fonctionner en gros une instance de Windows pour on va dire une trentaine d'autres ordinateurs derrière qui eux contiennent strictement rien. Alors il y a d'autres méthodes pour obtenir le même résultat. Il y avait Novell NetWare à une époque qui était un système qui permettait de distribuer Windows 95, mais c'était sans émulation, enfin sans il était vraiment, il tournait réellement Windows 95 sur chacune des machines, Windows 98 sur chacune des machines. Le truc c'est que ça ne fonctionne plus maintenant ce genre de truc. Les systèmes d'exploitation sont devenus trop complexes pour pouvoir faire des trucs de genre. Donc du coup maintenant il a fallu passer comme ça l'affichage d'un système qui se trouve au loin sur chacun des PC, ça marche tout aussi bien, et il y a plein d'autres trucs de ce genre. Alors du coup, il a fallu faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Alors comme je le disais, Intel et AMD ont décidé de faire en sorte de faire le plus de leur boulot possible de leur côté pour améliorer ça, mais les programmes aussi se sont vachement améliorés. Mais alors, améliorés à un point, c'est juste phénoménal. Maintenant, quand il s'agit de faire les petites opérations de base, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire contenu multimédia, du son, de la vidéo, des trucs de genre, ou par exemple du traitement de texte, ce genre de truc, de la bureautique, peu importe, absolument n'importe quoi comme ça, tous les systèmes de virtualisation font ça à la perfection, il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste, avant c'était à peu près utilisable, maintenant c'est vraiment clairement, ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant, le truc que je voulais vous dire, c'est qu'il y a d'autres petits trucs qui ont été ajoutés petit à petit et qui sont pas encore forcément connus de tous ou pas encore forcément utilisables à leur plein potentiel. Alors ce qu'on s'est amusé à faire quand même depuis quelques temps, c'est rajouter les capacités graphiques. Alors l'accélération 2D ça existait depuis longtemps, c'est-à-dire en gros le curseur qui se déplace à peu près correctement, voilà ce genre de truc, déplacer les fenêtres, voilà, et donc pouvoir avoir la bonne résolution, ce genre de truc. Et bon, ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, et on a fini par ajouter l'accélération 3D, parce que les systèmes d'exploitation actuels maintenant sont de plus en plus incapables de faire 100. Ils sont obligés d'avoir une accélération 3D pour pouvoir fonctionner de manière totalement fluide et avec toutes leurs fonctionnalités, notamment Windows 8, Windows 10, ce genre de trucs. Ou par exemple, bon, sans passer par Windows, Ubuntu avec son interface donnée d'origine, c'est-à-dire Unity ou GNOME 3 ou des trucs comme ça, sont quasi incapables de fonctionner à une vitesse convenable sans avoir l'appui d'une carte graphique qui gère la 3D. Donc il a fallu créer une carte graphique virtuelle qui gère la 3D, et donc qui gère notamment les extensions OpenGL 2, 3, des trucs comme ça, et donc on peut commencer à faire fonctionner des jeux à l'intérieur de ce genre de trucs, donc on peut faire fonctionner des jeux dans un Windows virtuel sous Linux par exemple. Ça utilise bien entendu plus de ressources que si ça fonctionnait directement sur l'ordinateur qui aurait démarré directement sous Windows, mais ça peut être sympa si on a la flemme de redémarrer ou si on a juste envie de, voilà, d'avoir la commodité d'avoir les deux systèmes d'exploitation en même temps, parce qu'on peut ne pas avoir envie de faire certaines choses sous Windows, ou tout simplement trouver Windows trop lent, trop chiant, ou peu importe pour certaines opérations. Enfin bon, voilà, peu importe, hein, chacun sa vision des choses, bien sûr. Et donc voilà, on peut avoir envie de faire fonctionner un petit jeu de temps en temps et pas avoir envie de redémarrer le PC à chaque instant, enfin ce genre de truc. Voilà. Et donc certaines fonctionnalités ont été ajoutées à ces systèmes, des fonctionnalités qui ont pas totalement quelque chose en rapport avec la virtualisation elle-même, mais qui permet de rendre le système plus utilisable pour certains cas de figure d'utilisation. Donc un truc qui est sympa, c'est par exemple le réseau. Autrefois, on pouvait seulement connecter ce genre de machine au réseau
derrière une sorte de NAT virtuel, c'est-à-dire en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on est connecté au réseau, mais on voit pas le réseau local de l'ordinateur, c'est-à-dire on voit pas genre par exemple si vous avez un NAS, la machine virtuelle, c'est-à-dire en gros le faux système d'exploitation qui tourne comme ça dans une petite boîte, eh bien lui il ne pourra pas voir votre NAS, ce qui était un peu con. On a fini par ajouter des fonctionnalités qui permettent de faire en sorte que la machine virtuelle et le PC pour de vrai ont tous les deux le droit à accéder au réseau standard, derrière ce qu'on appelle une interface bridge qui existe sous Linux. Je sais pas trop si ça fonctionne aussi sous Windows, mais il y a de grandes chances que oui, pour pouvoir faire en sorte que les deux reconnaissent le réseau tel que s'ils avaient chacun leur propre IP, quoi, chacun leur propre... voilà. Et donc, voilà, comme si c'était deux vrais ordinateurs l'un dans l'autre. Et donc, il y a aussi une autre fonctionnalité sympa, c'est pouvoir faire en sorte de pouvoir passer directement des périphériques USB à l'intérieur du PC virtuel. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez lui associer une vraie souris, par exemple... vous pouvez, mais si vous voulez par exemple connecter une clé USB, non pas à votre système d'exploitation, mais à celui-là qui est dans cette petite boîte, eh bien vous pouvez lui passer la clé USB, comme ça, bon voilà, comme sur un vrai PC, vous pouvez lui donner la clé USB, lui donner la priorité sur n'importe quel périphérique, un micro USB, une carte son USB, un clavier, une souris, comme je vous l'ai dit, même si c'est pas forcément très utile parce que les deux s'intègrent ensemble normalement, même si c'est faisable et ça peut-être améliorer les choses dans certaines situations où les latences sont importantes, par exemple. Genre, par exemple, dans un FPS, si vous voulez faire fonctionner un FPS dans une machine virtuelle, il y a des chances que ça ajoute une toute petite latence d'avoir la gestion de la souris partagée entre Windows et Linux, par exemple, et vous pouvez donner directement votre souris à la machine virtuelle, et elle ne pourra plus fonctionner avec Linux, mais seulement avec le Windows dans la petite boîte. Vous pouvez même mettre deux souris, si vous voulez, vous pouvez faire n'importe quoi. Enfin voilà, en gros... Une autre fonctionnalité qui est apparue, mais ça fonctionne seulement avec les processeurs Intel qui ont la fonctionnalité VT-D, c'est-à-dire VT c'est la technologie virtualisation d'Intel, et le D en gros c'est pas la version virtualisation, amélioration des vitesses du processeur, ce genre de truc, mais c'est en gros le partage des périphériques. Mais là cette fois-ci des périphériques internes, c'est-à-dire non pas des trucs en USB, mais carrément des trucs en PCI ou des trucs internes à la carte mère, genre par exemple si vous voulez lui donner carrément votre carte son, vous pouvez donner la carte son au système d'exploitation, vous pouvez lui donner n'importe quel truc branché en PCI, vous pouvez lui donner... par exemple, attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Un contrôleur USB indépendant, vous avez branché un contrôleur USB en PCI Express, par exemple, eh bien ce contrôleur USB ne donnera aucun périphérique à votre système d'exploitation réel, mais les donnera tous au système d'exploitation virtuel, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de cliquer sur machin pour donner la clé USB. Si la clé USB est branchée là-dessus, ça va directement à ce truc-là, le contrôleur USB appartient à ce système d'exploitation virtuel, ce genre de choses. Vous pouvez faire partager n'importe quel truc, vous pouvez partager une carte réseau réelle, vous pouvez faire ce que vous voulez comme ça, et ça c'est vachement utile si vous voulez par exemple créer un ordinateur qui contient plusieurs serveurs incorporés les uns dans les autres, ou deux ordinateurs indépendants à l'intérieur d'un seul ordinateur. Vous pouvez partager une souris, un clavier, un écran, une carte réseau et même une carte graphique, et faire deux ordinateurs, un sous Windows, un sous Linux, sur le même ordinateur allumé en même temps. Voilà, et bon. Alors donc, je vous ai un petit peu spoilé le dernier truc. Une dernière technologie qui a été inventée il y a quelques temps, c'est de pouvoir littéralement donner une carte graphique à ce truc-là. Alors là, du coup, vous aurez plus de latence graphique, et vous aurez l'intégralité des performances d'une carte graphique comme si elle était branchée en réel dans ce système d'exploitation virtuel. Donc comme je disais, au niveau du processeur, les performances vont entre 95 et 99% de ce qui est les performances réelles du truc, et pour les cartes graphiques par contre c'était là où il y avait vraiment un gros problème. Vous donnez vous avez deux cartes graphiques, vous avez par exemple l'intégré Intel pour Linux et une grosse carte graphique AMD pour... Enfin je dis bien une AMD parce que ça tend à mieux marcher avec les AMD, mais ça marche aussi avec la plupart des Nvidia. Vous mettez une grosse carte graphique comme ça pour Windows, et vous lui donnez intégralement l'utilisation de cette carte graphique, ce qui voudra dire qu'il faut que vous ayez un écran indépendant pour ce système, parce que tout sortira sur, par exemple, l'HDMI de cette carte graphique pour Windows, et l'HDMI de la carte mère pour Linux. Vous pouvez aussi utiliser un ordinateur, enfin un écran avec deux entrées, une HDMI, une DVI, où vous avez un bouton pour passer de l'un à l'autre, ça peut permettre d'utiliser le même écran pour les deux, enfin ce genre de truc. Donc voilà, bon, vous savez des astuces comme ça, il y a de plus en plus d'écrans qui permettent de faire ça, donc ça c'est assez arrangeant.
Donc voilà, vous pouvez, comme je disais, faire 2 ordinateurs indépendants à partir d'un seul ordinateur. En gros, cette technologie est littéralement en train d'exploser et de faire absolument n'importe quoi, et c'est étonnant qu'on en entend aussi peu parler, donc je voulais vous faire une vidéo là-dessus, et un de ces jours, on pourra vraiment, clairement, faire n'importe quoi avec ça, d'une telle manière qu'il y ait possible qu'il existe des systèmes d'exploitation de sécurité, genre par exemple pour sécuriser Windows, au lieu de le faire fonctionner directement sur le système d'exploitation, autant le faire fonctionner directement au-dessus de Linux en gros, ou au-dessus d'un système d'exploitation fait pour faire ça, et ça permettra comme ça, en plus, d'avoir des fonctionnalités géniales, du style, bah au lieu de réinstaller Windows, vous faites tout simplement une copie de Windows, vous la stockez quelque part, comme si c'était un fichier, vous pouvez compresser Windows quelque part, vous pouvez le donner alors qu'il est encore en marche à un autre ordinateur, ça c'est que des trucs qui sont faisables dès maintenant, mais qui sont un petit peu difficiles à faire, et qui viendront très certainement de plus en plus faciles à faire. En gros, on peut faire absolument des trucs absolument bizarres, genre des snapshots de Windows, c'est-à-dire en gros, sans que ça prenne plus de place. Vous connaissez la technique, vous savez, la restauration système de Windows qui marche jamais, parce que vous avez par exemple installé un pilote qui marche pas, et Windows démarque en mode sans échec, ou des trucs comme ça. Bah vous avez un système qui permet de revenir en arrière, mais ça marche jamais quand vous avez un virus ou des trucs comme ça. Et bah là, ça marcherait, parce que vous pouvez faire en sorte, à partir du truc qui supervise les systèmes d'exploitation, eh bien vous pouvez lui dire, bon bah le système d'exploitation est installé comme ça, quoi, il est clean, il vient juste d'être installé, hop, je fais un snapshot, c'est-à-dire en gros comme une capture de comme le système d'exploitation était à cette époque-là, et en gros il va stocker seulement les changements qu'il y a eu après, voilà, et si vous avez un gros problème, vous pouvez revenir en arrière, avant l'installation d'un programme qui est vraiment un programme dangereux, on va dire, vous savez pas si ça va faire tout planter ou ce genre de truc, vous avez juste à éteindre Windows, faire un snapshot, rallumer, je pense même que ça peut se faire en laissant Windows allumé d'ailleurs la plupart du temps, ou ce genre de truc, pour pouvoir faire en sorte que le système gardera cet état, on va dire, où il fonctionnait parfaitement, sans aucun problème, sans avoir à faire un truc très pénible de copie complète du disque dur, ou tout simplement, comme tout le monde a la flemme de le faire et ne le fait jamais, l'obligation de réinstaller tout le système après avoir fait un truc très dangereux du style, vous savez, hein, on le fait tous, hein, pirater un truc qui est absolument avec un crack abominable qui contient 1 milliard de virus, ou ce genre de truc, enfin bon, ça arrive, voilà, donc bon, voilà, c'est le genre de choses qui, en gros, sont vachement améliorées par ce genre de trucs. Par exemple, quand j'ai un programme qui est assez dangereux, bah, c'est souvent comme ça que je le teste, quoi, hein. J'ai tendance à utiliser une machine virtuelle que je peux complètement foutre en l'air, c'est parfait pour faire ce genre de choses. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs instances de Windows, genre si vous avez un programme qui fonctionne mieux sous Windows 7 que sous Windows 10, de manière très facile, vous pouvez avoir un Windows 7, un Windows 10, les deux qui tournent en même temps, Windows 7, Windows 10, Linux, machin, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez installer autant de systèmes d'exploitation en même temps et les faire fonctionner dans les petites fenêtres tous en même temps, ça fonctionne très bien. Enfin voilà, bon. Donc il me reste un dernier truc à dire, c'est qu'Intel a sorti une technologie qui malheureusement pour l'instant n'existe pas chez AMD et chez Nvidia, c'est par rapport, vous savez, à ce fameux partage d'écran, vous allez vous donner une carte graphique à un système, et ça le donne intégralement, etc., etc. Intel a eu une super idée, c'est dommage que ce soit Intel qui a eu cette idée, parce que ce sont eux qui ont les cartes graphiques les moins intéressantes pour le jeu, mais en gros, ils peuvent partager depuis les séries, je crois que c'est les séries 4000, je crois, attendez, oui c'est bien les séries 4000, depuis les processeurs, vous savez, Intel Core gna 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 4000 bidule chouette, eh bien, ces trucs-là peuvent séparer leur carte graphique en plusieurs petits morceaux, en carte graphique virtuelle, en gardant bien entendu l'intégralité des performances pour chaque carte graphique virtuelle, hein. Sauf si bien entendu les deux trucs virtuels sont utilisés en même temps, du coup il sera obligé de séparer 50-50 les performances du truc, bon bien sûr, mais bon, voilà. Alors en gros il peut couper cette carte graphique en plusieurs morceaux, et donc du coup faire en sorte de donner cette carte graphique virtuelle à Windows et à Linux en même temps, pour pouvoir faire en sorte que les deux fonctionnent en même temps. Ça marche très très bien, c'est encore plus ou moins expérimental, mais c'est vraiment une technologie qui est très prometteuse, et il y a des chances que ce soit repris par les autres constructeurs, en tout cas je l'espère, parce que c'est vraiment très très utile pour ce genre de situation. Alors bien entendu, Intel c'est vraiment l'entreprise qui a tendance à faire le plus d'efforts pour ce genre de technologie, etc., etc. Donc il y a des chances que ça mette très longtemps, et il y a des chances aussi qu'il va falloir, du côté de chez Nvidia et de chez AMD, que ce soit les entreprises, les grosses entreprises, les gros clients d'AMD et d'Nvidia, qui demandent une technologie similaire pour pouvoir que ce soit enfin intégré dans leur truc. Donc il faut qu'il y ait un cas d'utilisation professionnelle
qui donne, on va dire, ce besoin, quoi. Donc, pour qu'ils ajoutent ces choses-là. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée, encore une fois, et ça permet franchement des trucs géniaux, quoi. Il y a des chances qu'on puisse avoir des tablettes, par exemple, Windows Android, par exemple, où Android tourne sous Windows à 100% de ses performances, grâce à ce genre de technologie, sans avoir à rebooter, genre dual boot, etc., ou avec une machine virtuelle Android, qui, bien entendu, sur des processeurs comme des Core M, etc., on voit quand même que, enfin, ça a tendance, surtout la partie graphique, encore une fois, à bien pomper les ressources, à faire chauffer le truc, etc., et à utiliser plus, de RAM que nécessaire, ce genre de truc, juste pour créer une bonne carte graphique virtuelle, etc., pour faire fonctionner Android sous Windows comme il faut. Enfin voilà, il y a plein de trucs sympas comme ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, et je viens de me rendre compte qu'il y a d'autres trucs sympathiques pour ajouter comme ça au fonctionnement, on va dire, un petit peu intégré de Windows dans Linux, ce genre de truc. On peut intégrer, bon, ça marche pas à tous les coups, mais ça marche généralement, intégrer les fenêtres de Windows dans Linux, sans avoir tout le bureau, etc., pour avoir, voilà. Mais il y a aussi un autre truc, c'est le presse-papier, c'est-à-dire, en gros, le copier-coller qui peut fonctionner de Linux à Windows, ce genre de truc. Genre, vous faites un copier-coller de texte à l'intérieur de Firefox sous Linux, et vous faites coller sous Windows, pouf, ça l'envoie sous Windows, voilà. Il y a des trucs vraiment très spéciaux, comme ça. Il y a aussi la résolution de l'écran qui change, enfin, la résolution, on va dire, du Windows virtuel qui change en changeant la taille de la fenêtre pour lui donner la taille qu'on veut, la forme qu'on veut, le mettre en plein écran, le sortir de plein écran, faire tout, plus ou moins ce qu'on veut avec. Et il y a aussi un autre truc, c'est le partage de fichiers. On peut dire à Windows d'utiliser des dossiers qui sont disponibles uniquement dans Linux ou des trucs comme ça, parce que, vous savez, il faut lui donner un faux disque dur qui est en gros une image disque, un peu comme une image ISO de CD-ROM ou des trucs comme ça, dans lequel il s'installe, etc. Sauf qu'il pourra pas avoir accès à vos fichiers, genre le bureau sous Linux, ou à un disque dur externe s'il n'est pas relié directement au truc. Si vous voulez accéder aux deux en même temps, vous pouvez passer par un NAS, bon voilà, ça peut fonctionner comme ça, mais vous pouvez aussi dire à ce Windows virtuel, vous pouvez lui donner un dossier comme ça, et il y a un pilote comme ça qui fonctionne à l'intérieur de VirtualBox par exemple, comme ce genre de programme, ou VMware, il y a plein de programmes comme ça qui permettent de faire ce genre de truc, qui permet de pouvoir donner ce dossier partagé entre les deux, pour pouvoir comme ça collaborer entre les deux systèmes d'exploitation. C'est très facile à mettre en place, donc en gros maintenant on peut clairement utiliser deux systèmes d'exploitation ensemble pour le même travail. On n'est pas juste, on est sous Linux, on démarre Windows et en gros on n'utilise que Windows à l'intérieur de Linux. Non, on peut vraiment utiliser les deux systèmes d'exploitation à leur plein potentiel pour leur, leur point fort à chacun d'entre eux, et ce dans le même truc en lui-même, quoi, dans le même programme, quoi, dans le même, enfin, on va dire dans la même utilisation, le même cas d'utilisation. C'est-à-dire, en gros, vous êtes en train de faire du montage vidéo, vous pouvez par exemple tout faire sous Linux, sauf par exemple le montage que vous voulez faire sous Windows, ou vous pouvez tout faire sous Linux, sauf par exemple un programme qui marche pas sous Linux, faire une thumbnail ou je ne sais pas quoi avec un programme spécial, enfin, je sais pas, vous êtes habitué à un programme, vous pouvez comme ça collaborer entre les deux systèmes d'exploitation. C'est vraiment très pratique, et c'est vraiment très très utilisable. Moi j'ai connu ça à l'époque où ça venait juste de commencer, ce genre de système, et personne n'utilisait ça, mais franchement maintenant c'est devenu tellement utilisable, c'est assez impressionnant de voir ce qu'on peut faire. En gros, clairement ça peut pallier à beaucoup de cas d'utilisation pour ne pas avoir à redémarrer, comme je le disais, utiliser deux ordinateurs différents ou ce genre de choses. Bon ben voilà, je pense que j'ai rien de spécial de plus à ajouter dans cette vidéo, c'est juste une petite introduction pour vous expliquer ce qu'il est possible de faire, à quel point ce genre de technologie a progressé et à quel point ce genre de technologie est devenu vraiment très 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 utile et utilisable, et comme je vous l'ai dit, est très utilisé en entreprise, notamment pour faire des serveurs ou des ordinateurs qui sont combinés en un pour baisser les coûts, ce genre de truc. Et c'est aussi utilisé, tiens, pour un truc que je viens juste de me rappeler, c'est, vous savez, il y a des travaux scientifiques qui, au lieu d'utiliser le processeur comme source pour les calculs, utilisent les cartes graphiques. Le seul problème, c'est qu'on peut utiliser qu'une seule carte graphique à la fois, ou enfin on est limité dans certains trucs, etc. C'est pas optimal. Bah une technologie, une technique qui a permis comme ça de pouvoir faire en sorte de pouvoir en utiliser plus par ordinateur, c'est justement d'utiliser plusieurs instances de Windows ou plusieurs instances de Linux, comme ça, à l'intérieur du même système, en donnant, comme je vous l'ai dit, la carte graphique à chacun de ces trucs en réel, et ça permet comme ça de pouvoir utiliser je ne sais combien de cartes graphiques par PC d'une manière beaucoup plus optimale que si on utilisait, vous savez, les cartes graphiques en SLI ou ce genre de truc. Il y a de grosses pertes en faisant comme ça.
En tout cas, quelqu'un avait fait une étude là-dessus et a expliqué que pour le calcul scientifique, c'était la méthode à employer, a expliqué complètement comment faire, ou alors il faut utiliser à chaque fois un ordinateur avec chacun sa carte graphique, ça coûte beaucoup plus cher, autant utiliser un ordinateur avec un bon processeur et mettre 4 cartes graphiques par ordinateur et pouf, ça marche très bien, et chaque système a sa carte graphique à elle. Donc voilà, bon bref, il y a plein de petits trucs comme ça sympathiques à faire avec cette technologie, et il y a de grandes chances... Ah oui, tiens, j'ai oublié ça, il y a un système d'exploitation très spécial, qui en gros, pour augmenter la sécurité, fait démarrer chaque programme séparément dans des systèmes d'exploitation isolés les uns dans les autres. Je sais plus comment s'appelle ce système d'exploitation d'ailleurs, Cube je crois, un truc comme ça, QUBES je crois, CubeOS, un truc comme ça. Ce système d'exploitation en gros fait démarrer par exemple un Firefox professionnel, vous savez, dans une instance, un Firefox pour vos trucs plus risqués, etc. Enfin, en gros, pour pas que ça contamine, pour pas que ça puisse créer enfin, pour limiter les dégâts s'il y a des failles de sécurité, ce genre de trucs, et pouvoir comme ça faire fonctionner aussi plusieurs systèmes d'exploitation en un, genre un bout de Debian, un bout de Red Hat, un bout de je ne sais quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est vraiment très très spécial, en gros c'est un Linux qui combine un peu tout, il faudra que j'essaye ça risque d'être très marrant, et si ça vous intéresse de m'entendre parler de d'autres trucs plus spécifiques là-dessus, c'est-à-dire en gros comment le mettre en place, à quoi ça sert, ou voir par exemple comment fonctionne ce petit système d'exploitation marrant, eh bien demandez-le moi, ça m'intéresse beaucoup ce truc, je suis en train d'expérimenter des choses avec ça depuis quelques temps, et il y a des chances comme ça que si ça vous intéresse aussi, autant que je fasse aussi une vidéo là-dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ou si vous avez envie de savoir comment mettre ça en place, je peux aussi vous expliquer. C'est vraiment très simple, surtout qu'en plus il y a pas mal de programmes très faciles à comprendre, quoi, qui permettent de pouvoir arriver à ce genre de but. Et aussi, je pourrais aussi peut-être éventuellement vous faire une comparaison des différents programmes pour vous montrer les points forts des différents programmes par rapport au type d'utilisation que vous voulez faire. Donc voilà, allez, salut à tous et à la prochaine!